Backstage, pour des concerts et découvertes musicales, rencontrez les groupes ou projets solo. Dans cette émission, Renonce. On se trouve au Lescaut-Griffe de Montréal pour rencontrer Renonce quelques heures avant son concert. Bonjour Renonce. Bonjour. Alors pour décrire ta musique, je suis tombée sur des mots comme darkwave, noise ou industriel, un mélange d'un peu les trois. Est-ce que ce sont des étiquettes qui peuvent te convenir ? Oui, totalement. Je pense que la base de ce projet-là, c'était l'industriel, d'avoir quelque chose qui est très percussif. Il y a souvent des idées percussives dans mes chansons. Puis après ça, le dark wave, c'était naturellement ce que j'avais envie d'écrire, des mélodies qui sont sombres en fait. C'est difficile pour moi de jouer des trucs joyeux, du moins dans le contexte de ce groupe-là. Puis noise, ça s'est fait juste parce que par les machines que j'utilise, puis la saturation, j'essaie de toujours pousser au max les sons, comme dans l'industriel. Fait que l'étiquette noise est rentrée, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le noise music de toute façon. Je dirais que où ça se dirige maintenant, on pourrait rajouter peut-être le post-metal parce que avec Phil à la guitare qui se rajoute, on a un autre GP au drum parfois, ça vient tirer vers quelque chose qui est comme peut-être le groupe Godflesh qui est post-metal. Donc ça tourne autour de ces quatre-là, puis ça se dirige de plus en plus vers le post-metal, je dirais industriel. Donc tu qualifierais ta musique de sombre ? Oui, définitivement. C'est pas facile à écouter quand tu as envie de sourire et de profiter de la vie. C'est quand même quelque chose qui est sombre. Les thèmes sont sombres. Même pour moi, j'écoute pas ça à tous les jours, là, dans le sens où ça peut devenir un peu lourd. À la limite, si tu n'écoutes que ça tout le temps. Mais j'écoute ça 6 jours sur 7, disons. Ok, donc sombre plutôt par les thématiques aussi. C'est vrai que c'est assez difficile à décrire en termes de musique, finalement, enfin de sonorité. Ouais, exact. Peut-être dans mes idées mélodiques, c'est rare que c'est quelque chose qui... C'est pas nécessairement une gamme majeure ou une gamme mineure, mais plus dans l'idée mélodique. Ça peut des fois, je faisais en blague, je les jouais sur un piano sans
distorsion, sans rien, puis ça sonne tout de suite film d'horreur, en fait, parce que les mélodies sont dissonantes, un peu diminuées, fait que c'est ça. Ok, donc si on transpose ta musique simplement en piano-voix, ça donne une musique de film d'horreur? Définitivement. Ok, ouais, bon. Pour l'avoir essayé. Mais je suis pas très bon au piano, fait que c'est pas le prochain album. Ah bon, ça aurait pu être. Hein. Ça aurait pu. Voilà, une BO d'un prochain film d'horreur, pourquoi pas. Renonce soundtrack. C'est aussi un peu avec cette même description que tu qualifierais aussi ces genres de dark wave, noise industriel qui sont un peu ces étiquettes, mais finalement quand on est, je dirais, novice dans cette scène, c'est un peu difficile de décrire quel genre correspond à quoi, musicalement parlant. Oui, définitivement. Tu sais, c'est surtout dark wave. Moi-même, je sais pas si c'est juste par mes algorithmes de médias sociaux, j'ai l'impression que ça monte. Tu sais. Là, c'est peut-être ma réalité alternée qui me biaise, mais je sais pas, il y a 10 ans, on était plus peut-être dans le New Wave, retour du New Wave. Tu sais, j'ai pas vu beaucoup de bands Dark Wave il y a 10 ans. Puis là, c'est comme une étiquette. Puis je pense que c'est un style qui remonte. Je pense que les gens, en fait, donnent une étiquette plus claire à quelque chose qui était déjà Dark Wave, qui avait pas peut-être cette popularité-là. Puis là, tu dis que t'es Dark Wave, puis tout le monde te demande c'est quoi. Maintenant, je pense que ça commence à être quand même assez commun de considérer quelque chose Dark Wave. Il y a plusieurs groupes. Je vois des groupes de tête d'affiche ou festivals qui écrivent seulement Dark Wave, fait que je me dis, OK, ça commence à rentrer dans le vocabulaire moderne, commun, exact. Donc c'est l'idée d'affiner un petit peu ces thématiques exact. Qui deviennent plus populaires. Oui, exact. C'est ça. Puis je pense qu'il y a peut-être, je sais pas si la pandémie, comme j'aime dire, je suis pas musicologue ni sociologue, mais est-ce que la pandémie a amené le pire ou le meilleur des gens, puis les gens se sont mis à écrire des choses plus sombres par la nature des événements actuels? Peut-être, je sais pas. Ouais. On sait pas si c'est simplement plus visible ou s'il y en a plus. Exact. Dur à dire. Faudrait demander à un sociologue de se mettre sur le cas. Bon, et ben on note ça sur notre to-do list. Ouais. Alors pour toi, la musique, ça a toujours été là depuis longtemps? Oui. J'ai commencé la guitare à 12 ans, j'ai envie de dire, juste avant le secondaire 1, qui est le primaire puis secondaire. Je sais que ça va peut-être être en France, fait que ça serait le lycée, je pense. Le lycée, ça serait le secondaire, j'ai l'impression. Le secondaire, quand on a après environ 16 ans, 15-16 ans. Ah, c'est ça, fait qu'avant ça, donc 3-4 ans avant ça. Ça, c'est le collège en France. Puis, fait que j'ai commencé vraiment guitare, j'ai eu des bands punk rock rapidement. Fait que des choses qui tournaient autour du Strung Out, je sais pas, des bands comme ça, le Mélancoline. Mais rapidement, c'est aussi tombé avec Phil dans la montée du emo, screamo. Fait que les bands comme Alexis on Fire, c'était comme les premiers bands de Bled, du Texas. J'apprenais toutes les guitares, Every Time I Die. Tu sais, des groupes comme ça, c'était qui devenaient quand même culte. Puis ça a été nos premiers shows. Fait que mes premiers gros spectacles, c'était... donc, tu sais, des Vans Warped Tour, mettons, qui sont juste des bands punk rock, metal, screamo, si on veut. Puis, fait que j'ai toujours joué secondaire. Fait qu'à partir de 13 ans, j'ai toujours eu des groupes. J'ai peut-être eu une période de 6 mois où j'ai pas eu vraiment de groupe, mais sinon, il y a toujours eu des groupes. Puis, à partir du punk rock, ça a changé en rock. Au niveau de mes 18-19 ans, là, on tombait plus d'un vieux U2, j'aurais envie de dire. Puis, après ça, il y a eu un autre groupe avec... l'ancienne, Motland, justement, GP, on était dans Adam Strangler, qui était du psych rock. Fait que très 90s Brit psych rock dans ce style-là, comme Stone Roses, des groupes comme ça. Puis après ça, est venu les trucs plus électro, plus dark, plus industriel, plus métal, dans les 7 dernières années, je dirais. Fait que c'est mon timeline. Ça fait déjà depuis un moment quand même, j'ai même l'impression assez jeune, 12-13 ans pour avoir pu jouer avec d'autres personnes, c'est que tu avais un entourage, des copains aussi qui jouaient de la musique et puis juste vous vous êtes dit bon, on teste quelque chose ensemble. Exact, on fait des compositions, en fait on a vite composé, on n'a pas joué, oui, quelques reprises, mais c'était toujours été dans la composition, je sais pas pourquoi. Je pense le goût de faire des spectacles, le goût de jouer avec des autres groupes. Rapidement, on a monté des shows punk aussi à Warwick, mon village. Puis c'était des shows qui fonctionnaient très bien. Fait que ça, je pense que ça nous a donné une espèce de piqûre qui nous suit encore de faire des concerts à tout prix, d'une certaine façon, de vouloir jouer sur scène, peu importe la finalité, en fait. Fait que définitivement, ouais, ça, c'est toute ma vie depuis ce temps-là, en fait. Donc c'était aussi ma question, si c'était plutôt sur Montréal ou dans une petite ville,
ça a changé aussi, tu as bougé un petit peu? Oui, fait que c'est ça. Le début, le punk, etc., c'était vraiment à Warwick. Mais rapidement, vers 5-6 ans plus tard, ça fait 20 ans, mettons, on dit. 5-6 ans plus tard, je suis vite tombé à Montréal, mais je retournais jouer à Warwick. Puis finalement, là, on est vraiment tombé à Montréal depuis maintenant, j'ai envie de dire 13-14 ans avec Phil, puis la gang, etc. Fait que, ouais, c'est pas mal les deux endroits. Fait que petit village à chanter du petit punk rock, et maintenant grande ville à chanter des grands moments sombres. Ça reste ton petit village de cœur? Oui, définitivement. Montréal ou Warwick? Les deux. Je sais pas si j'appellerais Montréal un petit village, ça l'est, certaines fois. Mais non, Warwick, j'ai toujours j'aime ça. J'étais là ce matin, c'est le temps des fêtes. Fait que non, j'aime beaucoup Warwick. C'est un beau village, effervescent. La prochaine chanson s'appelle Lost Cause. C'est un mélange de foxtrot et de cha-cha-cha. Forgetting all the stress, life sharp sting. What a mess. Actually, the last person I want to be with is myself. Between two stories, two little memories, still dragged down familiar spirits fall. Lost cause, lost cause, lost cause. It's sad. Lost cause, lost cause, lost cause, lost cause. It's sad. Lost cause. Et justement, ça te faisait quoi de jouer à ce moment? Parce que tu as commencé par la guitare et ça a tout de suite été un coup de cœur. Ce qui t'a plu dans le fait de jouer simplement? Ouais, c'est ça. Je pense, j'avoue que j'ai pas trop analysé qu'est-ce qui fait que je fais encore ça aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fait... Ouais, une espèce d'expression de soi, peut-être, par la guitare, de pouvoir parler. Je suis quelqu'un quand même de réservé d'une certaine façon sur mes émotions, puis j'ai toujours écrit les textes, ou presque, sauf dans la période de Adam Strangler avec Phil, qui faisait des textes qui me rendait vraiment comme en admiration face à ces textes-là. Fait que j'ai comme arrêté un peu dans cette période-là, mais c'est toujours d'écrire des textes, c'est un peu je veux pas dire une thérapie, mais d'une certaine façon, oui. C'est de dire des choses que tu penses, de l'imager, de le penser, d'aller au bout de sa pensée, que ça prenne du sens. Fait que non, c'est définitivement pas une thérapie, mais ça a l'aspect un peu de ça. Puis, fait que pour ça, d'écrire, c'est vraiment le mieux. Après, la guitare, j'adore ça. Je pense l'intensité, en fait, des spectacles, l'énergie de la foule qui est ramenée, l'énergie de jouer en spectacle. Puis
je disais justement ça à Phil quand on était en Europe il y a 2 semaines. Il y a des fois que ça me tente pas. Là, t'es fatigué, ça fait 6 jours de route, t'es rendu à 3000 km. Puis, je sais pas, là, pour X raison, t'es fatigué, t'as mal dormi la veille. Puis là, il annonce un show, il va y avoir moins de monde. Puis à chaque coup, j'étais avec Phil, ça me tente pas ce soir. Mais je sais que quand il va y avoir la première note qui va jouer, ça va repartir à zéro. Puis tout va reprendre son sens tout de suite, en fait. Fait que c'est ça. Donc les pensées s'arrêtent à un moment, Exact. une fois sur scène. Une fois sur scène, c'est un reset complet, puis tout prend son sens, puis même s'il y a 5 personnes, comme un show à Prague, ça repart à zéro, puis t'es content de le faire, puis tu te rappelles pourquoi tu le fais, en fait. Fait que c'est que pour ça, 100% pour ça. Donc pour le live et la scène, on va pouvoir bien sûr revenir sur tout ça. Alors, donc tu as commencé à composer tes textes vraiment vers cet âge-là aussi, de 13 ans environ, pour les premiers textes? Je me rappelle, en plus, au début, c'était en anglais, puis je suis pas bilingue du tout, là, fait que j'ai pas la meilleure diction en français ni en anglais. Désolé pour ceux qui me comprennent pas. Mais je me rappelle être avec mon petit dictionnaire anglais-français de poche, fait que il y avait pas beaucoup de mots à essayer de traduire mes pensées françaises en anglais. Puis il y avait tellement de fautes, là, il faudrait que je réécoute, mais pas tellement, mais tu sais, je veux dire, tu fais un texte, tu t'attends pas à entendre des fautes, mais des fautes de français à anglais. Puis c'est ça. Fait que c'était le début, mais on se lançait, c'était comme ça, on écoutait de la musique en anglais, fait que oui. J'écrivais les textes rapidement. Puis les thèmes, c'est drôle parce que je me rappelle les premières chansons qu'on a écrites en adolescent de 12 ans. Puis il y avait comme une chanson qui était un peu politique, justement, à l'anti-flag, mettons. Puis c'est drôle de se dire, à 12-13 ans, on écrivait des trucs comme, je sais plus, là. Il me semble que je repensais, c'était comme, ouvre tes yeux. Ben, en anglais, là, open your eyes. Tout est beau, mais tout est pas beau réellement. Open your eyes, quelque chose comme ça. Puis là, ça me fait rire parce que des fois, je réécris des choses qui se rapprochent de ça 20 ans plus tard. Encore cette espèce de mal-être-là dans le confort qu'on a au Québec, en fait, qui fait que tu te sens mal d'être mal parce que tu as tout, en fait, d'une certaine façon. Tu sais, on est privilégié. Une genre de classe moyenne qui n'a pas à avoir peur de bombes sur sa tête le soir, mais qui se sent quand même mal face à cette société-là. Fait que, ouais, c'est encore un thème qui est là. Oui, il y a encore beaucoup à écrire là-dessus. Ouais. Mais aussi, déjà, je peux noter, j'ai pas écouté encore tes tunes de quand tu avais environ 13 ans, mais j'ai l'impression aussi déjà une certaine maturité de pouvoir écrire tous ces textes et tout ça aussi jeune. Peut-être. Je sais pas. Peut-être, ouais, j'étais quand même, on dirait que c'est dur à revoir, j'étais quand même calme, jeune. Peut-être eu une montée après. Mais ouais, c'est drôle, on dirait, je me suis jamais posé la question, je pourrais pas te répondre réellement, de me revoir à 13 ans puis d'avoir envie d'écrire ça. Ouais, fait que, ouais, peut-être. Tu parlais de thérapie aussi dans le fait d'écrire, alors c'est assez intéressant parce que j'ai pu lire dans certaines de tes descriptions que tu crées un idiome musico-thérapeutique singulier. Alors j'ai vu le mot idiome et je suis allée demander une définition de idiome, je l'avais peut-être croisé quelque part ce mot, mais j'avais besoin d'une définition. Donc c'est une langue envisagée comme ensemble de moyens d'expression propres à une communauté. Il y a beaucoup trop de choses à raconter sur cet idiome musico-thérapeutique. Alors déjà un idiome pour une certaine communauté, est-ce que tu te sens inclus dans cette définition? Ben oui, c'est un grand mot, hein. Comme j'en ai beaucoup sur les épaules j'ai beaucoup de pression avec un terme comme ça. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas le premier à avoir un malaise puis à écrire des choses qui sont sombres sur la société, là. Loin de moi de penser que j'invente quoi que ce soit. Donc oui, par rapport à ça, peut-être, par rapport à des gens qui vivent la même chose, que ça va leur parler. Puis j'aime beaucoup dire le mot cathartique, qui est d'aller le plus bas possible pour remonter. Fait que j'aime beaucoup ça, puis il y a ça dans le métal quand même, puis dans les groupes que j'écoute, de parler du pire pour remonter d'une certaine façon. Puis c'est aussi de cette façon-là que j'ai l'impression que ça a du sens. Je pourrais dire meaningful en anglais. Tu sais, écrire quelque chose qui est super positif ou une chanson d'amour, ça me fait pas grand-chose. Il y a des chansons d'amour que j'écoute qui sont bonnes, mais ce qui me fait vibrer, c'est justement quand c'est sombre,
quand ça fait mal, quand je vis quelque chose. Quand c'est trop facile, ça me fait rien, fait que j'ai pas envie de composer. Puis souvent, mettons, une journée, je vais pas bien pour une raison X, anxiété ou autre, ben je vais être plus rapidement en train de prendre mon calepin puis d'écrire quelque chose, d'écrire une ligne ou deux. Maintenant, je suis plus en mode d'écriture d'une ligne ou deux, puis après ça, je suis ficelle, que d'écrire puis comme hey, aujourd'hui, j'ai eu une super bonne journée ou une bonne nouvelle ou une bonne X raison positive, je vais jamais écrire là-dessus. Fait que c'est sûr que de l'extérieur, ça a l'air d'un bébé plaignard, là. Mais c'est juste la façon dont j'aime écrire et donc qui se rattache à ça. D'où le côté thérapeutique aussi, d'exprimer des choses qu'on a peut-être à l'intérieur. Et oui, je sais pas pourquoi on n'écrit pas forcément sur les choses les plus... positives. Ouais. Ça fait, je pense que c'est juste une émotion plus forte, comme on dit, qu'on se rappelle toujours du négatif. On se rappelle toujours plus dans un voyage, les choses qui ont mal été, plus que tous les bons souvenirs. Je pense que c'est le cerveau humain qui est un peu comme ça, à retenir le négatif. De là qu'il faut faire attention. Puis je pense que je me suis fait prendre un peu à juste tourner autour du thème de négativité. Puis à un moment donné, tu descends vraiment bas. Puis là, c'est dur de remonter. Justement, un peu comme Nine Inch Nails, Trent Reznor, tu sais, il est allé vraiment bas, là, le Downward Spiral, son deuxième album, qu'il dit, c'est que tu te rends tellement bas que tu sais plus vraiment comment remonter. Puis ton cerveau, il va directement vers ces réflexes-là, en fait. Les réflexes de négativité. Ah, OK, c'est ça qu'on veut. On veut du négatif. OK, je vais pas bien. OK, on met tout le focus là-dessus. Fait que c'est devenu peut-être un peu lourd, je dirais, j'ai envie de dire, il y a 2 ans, où je me suis fait un peu prendre au jeu, justement, d'écrire seulement là-dessus. Puis à un moment donné, c'est comme, je vais pas bien, là, tu sais. Puis là, tu sais plus pourquoi tu vas pas bien. C'est-tu dépression qui amène l'écriture ou le contraire, la poule ou l'œuf, c'est ça. T'as plus forcément le recul, finalement, sur cette négativité. Exact. Et ce que tu cherches à transmettre. Exact. Fait que je pense que ça paraît un peu dans l'écriture. Ouais, ça paraît peut-être pas, là, mais sur le premier album versus le deuxième, versus peut-être les choses que j'écris en ce moment, j'essaie quand même de pas rester au fond du baril parce que c'est devenu lourd, là. C'est devenu très lourd. Je rentrais pas dans les détails personnels, mais c'est devenu très lourd. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, je vais continuer d'écrire ça, mais je me garde un bras de distance un peu de plus par rapport à ces thèmes-là, peut-être. Et finalement, si je reviens sur les thématiques des choses plutôt positives et plutôt négatives, peut-être que la musique reste un bon moyen aussi de sortir cette négativité. Je dirais de la rendre quelque chose d'un peu plus poétique aussi. Ouais, c'est vrai. D'être sur la scène aussi, c'est toujours comme agréable de partager ça. Puis il y avait je me rappelle quelqu'un à Vancouver qui me disait comme cette band-là, la musique est tellement dark, puis c'est un show super dépressif, puis t'arrives, puis là, la personne est super gentille. Fait que là, c'est bizarre, tu t'attends à voir quelqu'un qui est sur le bord, tu sais, qui parle pas, mais là, c'est juste une question d'introverti ou autre. Je suis moi-même, je fais ça parce que j'aime être sur scène, j'aime rencontrer des gens, j'aime jouer devant les gens. Fait que quand je vois des gens, j'aime être positif, même si en dedans, ça va pas particulièrement bien. Au moins, à ces moments-là, ça va bien. Donc oui, petite thérapie concert.
Toi, dans ce que tu écoutes, c'est la musique qui t'accompagne au quotidien si on enlève tes productions, justement. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi en ce moment? Ouais, ben c'est ça, j'écoute quand même beaucoup de musique dark. Si on passe dernièrement, là, on revient d'une tournée avec des gens métalleux, fait qu'on a écouté beaucoup de métal, mais tu sais, du Godflesh au Converge, ça c'est les trucs plus heavy. Qu'est-ce qu'on a écouté? Blood Incantation, le Absolute Elsewhere, qui est cet album-là, c'est comme un super album métal, on l'a vu. Fait que ça, ça roule amplement. Après, dans les trucs qui vont aller plus vers les choses industrielles, j'avoue que j'écoute encore l'album de Soft Moon. RIP Soft Moon, mais Exister, je trouve que c'est un album magnifique. C'est triste. Il est décédé après ça. Mais je trouve que fait que ça s'écoute beaucoup. Mon To Go aussi, Youth Code, qui est de l'industriel, IBM, crié, j'adore ça. Je peux passer tous les albums. Fait que ça, c'est sûr que ça passe, ça roule sans arrêt. Valeur sûre. C'est une valeur sûre. Valeur sûre, je sais que je vais écouter ça. Après, dans les trucs plus joyeux, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'essaie de penser. Ben, The Armed, qui est un band qui était très, je dirais, metal hardcore avant, font des trucs un peu plus pop, un peu plus joyeux. Fait que ça serait peut-être dans mon plus joyeux, même si ça l'est pas tant que ça. On le met dans le haut de la pile, alors. Ouais, fait que je suis très... ça tourne beaucoup autour du métal, IBM, presque plus que l'industrie. Ben, c'est teinté d'industriel. Fait que c'est vraiment mon to-go actuellement. Fait que ouais. Donc tu nous as parlé aussi de l'évolution que tu as pu avoir en musique. Et dans la musique que tu écoutes, il y a eu une évolution aussi, des choses qui ont changé et que tu as pu découvrir. Ben, la grosse évolution, je dirais punk rock, screamo hardcore, après ça rock. Jeune, moi, mes parents baignaient dans le rock 90, comme bien des parents, donc Beatles, The Who, Led Zeppelin. Fait que ça, c'est là. Après ça, on dirait que je suis revenu un peu vers ces trucs-là, Pink Floyd, U2-esque. Après, j'ai passé beaucoup de temps dans les livres, fait que j'avoue que j'écoutais des trucs un peu plus planants, genre... j'ai un blanc de Ben. Mais des trucs plus soft, genre Stereolab, mettons. Fait qu'un petit peu plus soft. Après, tomber dans vraiment bien profond dans le psych rock. Fait que Brian Jonestown Massacre, Spiritualize, j'ai tellement écouté ça. Ensuite, on est tombé dans la phase Nick Cave. Fait que Nick Cave, j'ai écouté tous les albums à maintes et maintes reprises. Roland S. Howard aussi, j'ai beaucoup écouté ça. Et ah oui, avant ça, j'ai fait un peu de jazz aussi. Fait que j'ai quand même écouté beaucoup de jazz à une certaine époque. Quand même un peu de classique. J'ai fait de la chorale classique. Fait que là, ça vient mélanger beaucoup, mais j'avoue que justement, je conduisais la semaine dernière à Paris, puis ça me stressait. C'était pas si pire que ça, mais je me suis dit, là, ça va faire le métal, puis j'ai juste mis de la musique classique. Justement, là, c'était comme trop de stimuli négatifs. Fait que j'aime encore ça de temps en temps, une belle musique classique ou romantique. Là, c'était quoi les stimuli négatifs à Paris? C'était écouter du classique en conduisant à Paris? Non, c'était juste de conduire à Paris. Oh, ouais. La musique était indépendante des stimuli négatifs, puis en plus, c'était vraiment pas si pire. Okay. Ça a super bien été. Tout le monde m'avait comme... Manhattan est pire que ça en conduite. Fait que oui, puis après, ben là, depuis, c'est ça, tu sais, il y a toujours eu c'est des vagues. Puis là, dernièrement, c'est vraiment... Donc, plus dans le... Je suis revenu, on dirait, dans ce que j'écoutais au secondaire, vers 10-15 ans, mais un petit peu plus métal. Fait que là, c'est ma période un peu plus métal, industrielle, plus dark. Fait que comme on disait... on prend une personnalité puis un habillement à 13 ans puis on le garde toute sa vie. Fait que là, je suis comme un peu là-dedans. Je m'habille pareil comme quand j'avais 13 ans. Je suis revenu. J'ai fait le tour puis c'est ma personnalité jusqu'à 70. Je vais encore mettre des gilets de groupe à 70 ans. Ouais, bah, on retourne dans cette maison qu'on se crée à 12-13 ans. Dans ces pantoufles. Donc tu dirais qu'écouter du classique, ça peut apaiser quand on est stressé en voiture? C'est rare que je le fais. On dirait que j'ai pas fait ça souvent, mais on dirait qu'à ce moment-là, ça fitait. Il y a quelque chose peut-être dans le côté européen aussi. On avait... je sais pas trop, on a vu les trucs de Mozart puis de Schubert. On dirait que c'était comme... On était là.
Puis ça fitait vraiment bien à ce moment-là. Je t'avoue que je ne l'ai pas fait souvent à Montréal, là, de mettre une musique classique dans mes moments de stress. Mais non, ça avait été parfait à ce moment-là. Fait que je ne peux pas plus le suranalyser que ça. Mais je vois tout à fait, justement. Une personne habillée avec des chandails de groupe écoutant du classique conduisant à Paris. 9 métalleux qui s'en vont jouer à côté de Notre-Dame de Paris en écoutant de la musique classique. C'est un parfait tableau. C'était parfait. Et justement, est-ce que toi, aujourd'hui, il y a une scène ou des scènes avec lesquelles tu te sens le plus proche, je sais pas, par exemple des clubs punk, rock, électro, par exemple? C'est ça. C'est une bonne question. Je sors beaucoup moins qu'avant. Je veux dire, on est ici à l'ESCO en ce moment. Je suis tellement sorti ici de 2008 à 2016, j'ai envie de dire. J'habitais pas loin. Fait que la Roquette, l'ESCO, le Quai des Brumes, le fameux triangle, je l'ai fait et refait et refait. Puis, je m'y sens encore bien. C'est un plaisir d'être là, de revoir des visages familiers. Tu vois que ça change, il y a des choses qui changent. Mais ça, j'aime toujours cette scène-là. Puis des fois, ça, je me dis, en fait, c'est que je connais pas beaucoup les autres scènes à cause de ça. Fait que, tu sais, je suis pas tombé trop dans les clubs électro. Pourtant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais tu sais, j'ai pas vu beaucoup de trucs électro sauf un rave ou deux dans une église ou deux. Fait que, tu sais, je connais pas trop les places à cause de ça, on dirait. Côté métal, punk, les fouf, c'est toujours un classique, là. Les foufounes électriques, sûrement que les gens qui connaissent savent c'est quoi, mais c'est le bar punk. Ça, je m'y sens normalement toujours bien, la musique est bonne. Les fouf, ça c'était beaucoup plus intense avant. Il y avait comme des soirées Ladies Night, des soirées à la bière à $1, puis les bouncers, ils brassaient tout le monde, ça se battait. Là, c'est plus trop ça, ils sont vraiment allés vers les spectacles. J'aime bien que les fouf évoluent. Donc, je suis pas vraiment associé à aucune scène. J'ai pas comme un crew, j'ai pas un crew de hardcore ou tu sais, j'ai pas une appartenance à un bar ou quoi que ce soit. Je me promène où je suis bien, dans le fond, au moment où je suis bien, puis c'est souvent relié à des amis ou des spectacles que je vais voir. Ouais. Tu produis aussi de la musique, donc c'est bien aussi de la découvrir. Justement, on a 2 albums qui sont sortis. Alors, un le 4 avril 2023, le deuxième le 12 avril 2024. Tu es abonné au mois d'avril ou c'est un hasard? C'est comme vraiment proche, les deux. Hein. Oui. Non, pur hasard. Je dirais que le premier avait quand même été... J'ai commencé le 1er janvier 2021 à composer. Je me suis dit, OK, je pars un nouveau projet. C'était vraiment la date, la résolution industrielle de l'année 2021. Fait que cet album-là, il aurait donc pris 1 an et 4 mois à écrire, c'est ça? Il est sorti en 2000... Non, excuse, non, il a pris 2 ans et 4 mois à écrire. Et à la production, etc. Puis l'autre, il a pris 1 an. Fait qu'overall, 2 albums en 3 ans. Je dirais que le deuxième a été sorti un petit peu précipitamment. Mais même le premier, dans le sens où je suis en mode solo. Je voulais sortir de la musique, je voulais faire des shows comme quand j'étais jeune. Puis on s'est jamais posé de questions vraiment sur les sorties. On le sortait, puis c'était comme ça, un show de lancement, puis c'est tout. Avec mon autre projet, j'ai plus connu l'industrie, entre guillemets, de la musique. Où là, il y a des releases complets avec... relations de presse, radio tracking, édition, etc., les concerts accusifs, les tournées. Fait que j'ai essayé de recréer un peu ça avec mes propres contacts pour le premier album, puis avec l'aide de Motland par la bande, même si je suis pas sur le label. Fait que ça, c'était bien. Le deuxième, c'est que on avait comme un peu l'opportunité avec un label de Vancouver qui s'appelle Verboden de faire une tournée nord-américaine. Puis c'était un peu l'idée de « Hey, si tu sors un album à temps, on pourrait faire cette tournée-là ensemble. » Fait que ça m'a comme mis un peu le feu au derrière pour... J'avais déjà les chansons composées, fait que j'ai pas été trop rapide en mode composition, mais avec du recul, j'étais un peu rapide en mode « Faut sortir un album le plus vite possible. » Fait qu'avec du recul, on dirait que je prendrais 6 mois, 1 an de plus, peut-être pour une meilleure mise en marché, etc. Entre parenthèses, mise en marché, mais plus de prendre un peu plus de temps. On dirait que j'ai pressé tout le monde dans les étapes, que ce soit JP de Motland au Radio Pistage qui m'a aidé, que ce soit Dean de Adonis aussi. On dirait que j'ai pressé beaucoup de gens parce que la tournée arrivait. Fait que je le regrette un petit peu dans ce sens-là, mais ça a donné des chansons qui sont vraiment sur les dents. T'sais. C'est comme
c'est ça, c'est assez raw, c'est noise, puis that's it. Fait que des fois, je pense que c'est bien de sortir le processus comme ça, puis de pas le overthinker. Fait que c'est ça. Oui, donc finalement, c'est ça, c'est une manière de faire, et Exact. puis c'est fait tout C'est simplement. Exact, je reviens pas en arrière, mais le prochain, je vais me rediriger pour peut-être faire quelque chose qui est plus confortable par rapport au processus. Ouais. Donc, c'est notre dernière chanson. On y renonce. Merci à tout le monde d'être là. On écrit de la musique pour un monde qui nous donne envie de vomir, mais vous voir tous ici ce soir, ça donne de l'espoir. Merci beaucoup. Ça s'appelle En silence. Longue note, si longue, ce bruit incessant qui me hante. Cette ombre si dense revient me bloquant la vision. Non. Oh, attention au vide. Oh, attention au vide. Oh, attention. On n'a pas forcément fait une introduction à ce projet Renonce. Ouais. C'est quoi le début de Renonce? Fait que c'est ça, on a parlé un petit peu 2021. Je pense que j'avais besoin de faire quelque chose de très cru avec Phil qui est là ce soir, puis avec mon guitariste, meilleur ami. On faisait quelque chose qui était plus électro, pur vraiment, tu sais, électro, je dirais berlinois, là, pas techno, mais beaucoup de synth, plus mélodique. Fait que j'avais envie de quelque chose de plus dark en fait. Puis, je pense que j'avais besoin de crier, j'avais besoin de réécrire des paroles. Je voulais rajouter de la guitare, fait que c'était comme naturel. Puis, c'était pleine pandémie, fait que c'est vraiment, un projet de pandémie. J'ai fait tout seul, ce que j'aurais jamais fait avant, dans le fond. Ça aurait été impossible pour moi
penser que j'aurais fait ces albums-là, on dirait, il y a 10 ans. Vraiment impossible de tout faire, justement, parce que moi, j'ai toujours eu des drummers, etc. Fait que là, renonce de tomber dans l'électro quelques années avant puis de réaliser, hey, je peux tout faire tout seul. Fait que ça, c'était bien pour ça. Puis après, on dirait que tout a découlé un peu naturellement. Les compositions ont quand même pris du temps. Dans le sens où la première année, le premier 9 mois, première année et demie, le son n'était pas là. J'ai réécouté des démos, puis c'était beaucoup plus doux, puis je savais pas trop où je me dirigeais. Fait que le son, c'est comme précisé à force de travailler. Fait que c'est important de travailler. Puis, même chose avec le vocal. Je chantais vraiment pas comme ça avant. J'ai essayé. Le vocal, c'est toujours la partie la plus difficile, puis je l'aime pas encore. Mais c'est pour ça que là, le dernier est plus criard. On dirait que je commence à tomber dans un confort au niveau du scream, au niveau du cri. Puis, c'est un peu plus impersonnel de crier. C'est plus de fréquence qu'une belle voix chantée. Là. Fait que quand c'est crier, on dirait que je me dirige vers là, puis j'aime l'esthétique, j'aime comment ça sonne. Fait que c'est un peu ça, renonce. J'évolue, je veux pas faire le même album à chaque fois. Je veux que ça évolue. Naturellement, je le fais parce que j'écoute des choses différentes. J'ai envie de m'exprimer de façon différente. Fait que c'est ça. Je pense que je me suis toujours dit aussi avec Renonce que je me poserais pas trop de questions, en fait. C'est pas un projet qui se veut grand public, d'une certaine façon. J'ai pas j'ai pas une communauté, j'ai pas un public défini, puis c'est eux que je veux impressionner, c'est vraiment pas ça le but. Ça part plus, je mets mes influences sur la table, je mets le moment présent, mes textes, etc. Puis c'est là. Toujours avec une connotation négative, bien sûr. Je ne vais pas sortir un album de Noël demain matin. Super joyeux. Ça n'arrivera pas avec Renonce, sinon je changerais de nom complètement. Ça serait un autre projet. Fait que Renonce, c'est ça. Donc on n'aura pas une composition de film d'horreur au piano sur le thème de Noël avec Renonce? Là, tu me donnes envie. Tu me donnes envie parce que ça serait quand même rigolo, mais non. Je pense pas que c'est ça que j'ai envie de faire. Bien. C'est ça. Non. Il faut pas que je tombe dans ce côté-là du Noël. J'aurais bien... je sais pas. J'ai eu une demi-seconde d'imagination d'un Renonce au cri sur Noël au piano. Ça fonctionne. Ouais. Finalement, c'est ça qui me fait vivre. Exactement. Donc il y a eu beaucoup de travail au début pour trouver, je dirais, en mode solo, sans forcément guitariste, drummer, etc. autour de toi, pour trouver aussi ton son et ta voix. Oui. Oui et non. Je pense dans le côté électro, c'était plus la découverte des nouveaux sons, les équipements que j'allais utiliser, moi-même un peu de m'autoproduire aussi, fait que de creuser dans le mix, c'est quand même important dans l'autoproduction, ce que je n'avais pas fait beaucoup avant. Puis oui, même chose pour le vocal, c'est des essais-erreurs. J'ai perdu la tête plusieurs fois parce que tu as l'impression que c'est bon, tu travailles, puis là après ça, tu reviens 4 jours après, puis c'est pourri, c'est vraiment pas bon. Fait que non, beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis, tu sais, même encore là, j'ai comme quelques chansons. Non, j'ai beaucoup de maquettes, dont une qu'on joue ce soir, des chansons pour le 3e album. Puis là, je suis aussi simple que ça, j'étais en mode, est-ce que j'ai des accords de ma guitare en mode métal en do, là. En ce moment, c'est comme en drop ré, si on veut, drop D. Fait que c'est comme un son qui est gras, mais pas tant que ça. Après ça, les métalleux, drop C, puis les plus loin, on a du drop A. Dans le processus, ça veut dire aller voir le luthier pour changer une guitare en drop Do minimalement. Puis tu sais, après ça, ça change quand même le son parce que là, on va tomber vers quelque chose d'encore plus pognant, plus bassy, si on veut. Fait que oui, c'est du travail continu. Ce qu'on disait, c'est quoi la différence entre un artiste et un amateur? Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est quand tu commences à en vivre, tu peux un peu considérer que tu es un artiste. Fait que moi, je suis pas un artiste, je suis un amateur qui a un peu un processus artistique qui commence à être défini, que ce soit visuellement, de l'esthétique que je veux que ça aille, ou musicalement. Fait que je suis un amateur qui a un procédé artistique curieux. Je sais. On pourrait dire ça. Je garde ça cette pourrait être le grand part. titre. Renonce. Amateur avec processus artistique curieux. Je pourrais le noter. Ça pourrait être ça. Ça pourrait. Donc aussi, dans ton écriture et ton processus d'écriture, tu as pu aussi nous dire que tu partais plus de
quelques phrases, des choses assez minimalistes, et puis après, peut-être écrire un peu plus autour de ça. C'est pas forcément bavard dans tes textes? J'aime quand même la poésie, la façon dont c'est écrit. Quand j'ai des bons rimes, j'essaie de les mettre tout de suite sur papier, même s'ils vont pas rester. C'est pas toute ma musique qui rime. Des fois, j'aime ça, puis c'est surtout en français, ça peut être particulier. Je pense que souvent, je relis le texte, puis comme justement Nick Cave il disait, si tu lis ta phrase, puis tu sais que c'est la bonne, tu vas savoir que c'est la bonne. Ça sonne bien dans notre oreille, les références sont bonnes. Parfait, on peut passer à la prochaine. Si tu as une hésitation, c'est que c'est pas la bonne, il faut la retravailler. Fait que je pense encore comme ça quand je relis mes textes, coupe des mots, des choses. Fait que c'est souvent des textes, mais après ça, au niveau de la composition, je vais couper énormément. Là. C'est des syllabes, des mots qui vont changer. J'ai pas un langage qui est très développé. Je suis pas particulièrement une bonne diction. Je me fais souvent battre quand je joue au Scrabble parce que j'ai pas un grand dictionnaire. Fait que j'essaie de me tenir loin de mots que je comprends pas, dans le sens où je prends pas le dictionnaire pour écrire. C'est souvent un langage que je suis capable de recréer au quotidien. Des fois, je vais peut-être aller chercher un synonyme parce que j'aime pas la tournure, mais c'est tout ce que je vais faire au niveau de la recherche hors de mon langage. Puis ça donne un côté justement cru puis vrai que j'aime chanter. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, dans l'écriture, ça peut être des fois, tu sais, justement, en tournée, t'as du temps. J'ai quand même écrit quelques chansons en tournée sur des images que je vois, que je ramène à, par exemple, pas être bien en tournée parce que c'est vraiment pas qu'est-ce que j'avais pensé finalement. Fait que ça peut s'écrire un texte complet, mais après, ça peut être juste une phrase, je sais plus, là. J'ai beaucoup de choses. Dès que j'ai un truc, j'essaie de l'écrire, ou même mes notes vocales, quand j'ai une mélodie en tête, j'essaie de la prendre parce que c'est du matériel que je mets dans ma petite valise, puis ça peut se réutiliser. Ça peut être une boîte à outils. Exact, définitivement. Donc Renonce est un projet solo, ou semble comme un projet solo, mais on te sent quand même assez entouré. Alors là, j'ai pu voir notamment des noms comme Annie-Claude Duchesne ou Odonis, avec un featuring avec Laura Krieg. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est bon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce monde-là, justement, et de ses collaborations? Oui. C'est vrai que j'aime peut-être justement dans ma non-confiance face à la musique que je fais, qui commence à avoir une bonne confiance. Là. Je peux pas dire que j'ai zéro confiance, mais c'est ça, dans la composition, je trouve ça difficile. De m'associer à des pairs que j'admire, c'est comme un privilège. Fait que Annie-Claude Deschênes, j'ai souvent dit, c'est la meilleure chanteuse du Québec pour cette scène-là. Une front singer incroyable, n'importe qui l'a vu en show, que ce soit Duchesses ou Pai Pai. Fait que on s'était croisés, puis était justement en composition, fait qu'elle m'a aidé à produire le dernier album, puis ça l'a beaucoup aidé sur les sonorités, puis les idées, les trucs qui marchaient moins. Fait que c'est comme un privilège d'avoir quelqu'un que j'admire qui m'aide pour ça. Ça crédibilise un peu mon travail, pour moi en tout cas, c'est ce qui compte. Laura Krieg, puis j'ai fait aussi une collaboration sur le premier album avec Jared Arto de Vacant Lot, qui était plus psych. Je sais pas, j'aime le côté d'avoir au moins une personne sur l'album qui vient ajouter une profondeur différente que si c'était moi qui changeais. C'est agréable pour l'auditeur. Moi, quand j'écoute un album puis que tout d'un coup, ça me surprend que c'est quelqu'un d'autre, puis c'est souvent quelqu'un que j'admire, donc je me dis, s'il y a un auditeur et il risque d'admirer aussi cette personne-là, ça va rendre l'expérience auditive plus agréable. Fait que ça, c'est pour Laura qui est super. Elle a le vent dans les voiles, puis elle chante tellement bien, fait que c'était parfait. Puis Jared, super bon musicien aussi. Ça avait un côté émotif dans l'affaire. Puis pour Odonis, c'était eux qui ont produit le premier album mixé, puis là, le dernier, ils l'ont mixé vu que Annie-Claude avait produit. Puis c'est un duo de Toronto que j'admire au niveau musical. Ils ont eu des trucs industriels fous qui m'ont fait capoter, que j'ai envie de travailler avec eux pour le son. Puis justement, ils mixaient, ils matriçaient. Là, tu vois, en ce moment, ils sont en train de faire quelque chose de plus indie, guitare. Fait que c'est quand même eux, je pourrais les considérer comme des artistes. Ils changent de fusil d'épaule. C'est toujours bon ce qu'ils font. Puis c'est pas juste de l'industriel. Fait que c'est ça. Même chose, c'est d'avoir un peu quelqu'un qui est 100 fois meilleur que moi, que j'admire. C'est ça que je vise comme travail. Puis c'est ça que je vais viser sûrement pour le troisième album. C'est d'avoir quelqu'un qui me tire vers le haut.
Et c'est des gens que tu connaissais avant ou tu les as eu, t'as pris contact avec eux uniquement pour ces collaborations? Odonis, je les connaissais pas avant, à part leur musique. Puis j'ai été mis en contact par JP de Motland, fait que ça c'était super. Annie-Claude, on avait déjà fait des spectacles ensemble dans le passé quand, je pense que c'était, j'ai envie de dire Duchesses puis notre ancien groupe, fait qu'on s'était déjà croisés par le passé, puis justement dans le coin ici. Puis Laura, on avait fait des concerts ensemble au premier album, fait que c'était naturel de faire ça avec elle. Un petit mot quand même sur cette tournée européenne que tu viens tout juste de quitter. C'est ça, le résumé. J'ai déjà dit certains punchs qui sont drôles, les 9 métalleux qui écoutent de la musique classique en Paris. C'était super de voir l'Europe au mois de décembre, tous les marchés de Noël. Je dirais que c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour tourner en termes de gens dans les salles, dans le sens où tout le monde a d'autres activités, tout le monde a des soupers, j'ai l'impression. Fait que plus qu'on se rapproche de Noël, il y avait déjà des gens, des amis à Paris qui étaient déjà partis ailleurs. Fait que à ce niveau-là, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais c'était super organisation. Le van, c'était super. On a les endroits pour dormir, la nourriture. Fait que vraiment bien reçu. Je trouve que l'Europe, il y a un esprit de communauté qu'il n'y a pas beaucoup en Amérique du Il l'a en Amérique du Nord, mais moins, tu sais, d'avoir le souper. On arrivait au show, il y a toujours un petit plateau de hummus puis de légumes parce qu'on est végétarien. On a le catering. Oui, exact. Le catering était super. Toujours de l'alcool ou sans alcool pour ceux qui ne boivent pas. Et logis. Fait que non, c'était vraiment une belle tournée. Ça donne le goût de retourner. L'Europe, c'est super cool. N'importe quand. Donc on a la nourriture et l'accueil et les shows aussi. Donc un peu moins de public qu'attendu, pas forcément ou... Dépendant des endroits. Ouais. Il y a eu des endroits où il y a eu des erreurs de booking, du genre mettre un billet beaucoup trop cher à Prague. Genre de billet qu'ici, ça serait sûrement... j'ai envie de te dire Idols il y a 2 ans, là, ça avait comme aucun bon sens. Là, ça, c'était... L'équivalent, c'est comme si on avait joué à l'ESCO pour 75$ canadiens, mettons, fait que ça n'a aucun sens que Renonce soit 75 canadiens. C'est impassable. Fait que ça, c'était dur à comprendre pourquoi, une grande ville touristique, pourquoi c'était comme ça. Fait que oui, un petit peu moins de gens prévus, mais après, il y a eu des bons concerts, particulièrement à Liège, qui est ma ville natale, étant que mes parents sont belges. Fait que ça, c'était super. Ça a bien fini la dernière tournée. Fait que il y a des hauts et des bas, comme dans tout. Bah, merci beaucoup, Renonce. Merci beaucoup. Bonne soirée. So